Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Amel Karkash. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous recevoir et de vous recevoir sur pour la première fois et deux sur un ring de boxe. Voilà, donc c'est vraiment une première fois très intéressante. Amel Karkash, donc je rappelle, vous êtes consultant international en communication politique et affaires publiques. Donc ce round l'ODJ TV Radio avec vous va se décliner autour de trois axes, de trois rounds thématiques. Premier round, élection ou réélection de Donald Trump. Le Maroc doit-il être méfiant ou confiant? Deuxième round, Maroc, USA, Sahara. Il y a focus là-dessus depuis l'élection triomphale d'ailleurs de Donald Trump, celui qui en décembre 2020 avait acté la marocanité du Sahara par un décret présidentiel. Est-ce que Donald Trump peut-il ou va-t-il se tromper? Là, vous nous direz aussi ce que vous en pensez. Et troisième round, enfin, Donald Trump est-il un président selon vous prévisible ou imprévisible? On a eu un avant-goût lors du premier mandat, mais beaucoup d'observateurs aujourd'hui à travers le monde considèrent qu'il est à la fois prévisible et à la fois imprévisible. Ça serait intéressant d'avoir le point de vue et l'analyse de Amel Karkash là-dessus. Mais premier round, est-ce que le Maroc doit être méfiant ou confiant par rapport à l'élection de Donald Trump? Alors, moi je crois que la victoire électorale de M. Trump constitue une opportunité intéressante pour le Maroc. Premièrement, ça va permettre au Maroc de consolider et de renforcer le gain diplomatique qu'il a opéré dans le dossier du Sahara. On rappelle qu'en 2020, M. Trump a reconnu la souveraineté marocaine dans le Sahara, ce qui a impulsé une dynamique politique et diplomatique intéressante pour le Maroc, sur laquelle il a pu capitaliser et rallier d'autres membres du Conseil de sécurité et les fédérer autour de sa position. Donc, globalement parlant, c'est une opportunité politique intéressante. Est-ce qu'on a des garanties là-dessus, Amel Karkash, sur le fait que, effectivement, la prise de position politique de Donald Trump, c'était le 10 décembre 2020. Est-ce qu'il peut ou va, selon vous, rester fidèle à cette ligne politique-là, ou le monde a peut-être changé? Donald Trump a aussi peut-être changé, les enjeux géostratégiques ont aussi peut-être évolué et changé, et que du coup, il faut être plutôt sur ses gardes. Alors, je crois que la question que je poserais est plutôt de savoir, est-ce que le Maroc se donne les moyens de s'adapter aux changements géopolitiques pour s'assurer de rester sur, on va dire, le haut de l'échelle en termes de priorité dans la politique étrangère américaine, et surtout de savoir apprécier son réel rapport de force dans ce nouvel échiquier géopolitique mondial. Donc, on rappelle, pour mettre les choses dans leur contexte, que lors d'un de ses derniers discours, le souverain a appelé à renforcer la coordination de la diplomatie marocaine. Alors, on parle de diplomatie officielle, mais on parle aussi de diplomatie parallèle, où les partis politiques et la société civile ont un rôle crucial à jouer. Donc, la réponse à votre question dépendra de la capacité du Maroc à capitaliser sur la dynamique politique actuelle pour renforcer, on va dire, son acquis auprès des États-Unis et surtout pour convaincre Trump de rallier les membres du Congrès pour, par exemple, poser des gestes concrets comme le financement et la construction du consulat américain à Darfur. Sur lequel, effectivement, on reviendra. Amel Karkash, mais de vous, il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Ce n'est pas parce que Donald Trump, c'était l'homme et le premier président américain à avoir acté dans le marbre la prise de décision via un décret présidentiel la souveraineté du Maroc sur les provinces du Sud. Oui, mais il faudra faire plus. Il faut faire plus. En fait, la seule constance est le changement. Donc, c'est notre capacité d'être agile et surtout, pour moi, le mot-clé, c'est le mot narratif. Comment le Maroc peut-il adapter son narratif concernant son intégrité territoriale et le rôle pivot qu'il joue en Afrique et dans ses relations stratégiques avec l'Union européenne et les États-Unis pour consolider et renforcer en fait son gain C'est-à-dire politique. revoir les éléments de langage aussi pour pouvoir convaincre un petit peu plus Donald Trump d'aller plus loin dans la reconnaissance des provinces du Sud? Alors, il faut bien sûr, de façon constante, adapter ces éléments de langage, mais il faut surtout renforcer son action diplomatique. Par exemple, on peut constater qu'au niveau du Parlement, on a beaucoup de partis politiques qui font beaucoup d'efforts au sein de leur réseau international de partis pour défendre on va dire les gains puis la souveraineté territoriale du Maroc, mais ces efforts sont disparates et aujourd'hui il faut créer une instance qui mutualise les efforts partisans pour que l'action diplomatique au niveau des partis soit beaucoup plus efficace. Et quand je parle de narratif, je donnerai deux exemples concrets qui montrent qu'il y a bien sûr des axes d'amélioration. Par exemple, si on prend le cas de la dernière décision de la Cour de justice sur l'Union européenne concernant les accords de pêche agricole, en fait,
le fait que le jugement ait basculé en faveur des intérêts du Polisario montre qu'il a été teinté par un narratif au détriment de l'autre. Pourquoi ? Pourquoi un narratif a dominé au détriment de l'autre? Donc il y a peut-être aussi des efforts à faire en matière de diplomatie judiciaire. Mais est-ce que quand, Amine Karkash, lorsqu'on a en face de soi un profil comme Donald Trump, qu'on présente en tout cas comme un président transactionnel, c'est-à-dire c'est je te donne et tu me donnes, est-ce que les éléments de langage, est-ce que le narratif à revoir et à revisiter, est-ce que ça pèse sur la balance, ou c'est plutôt, on est vraiment sur un rapport de force, il faut être à la hauteur en matière de contrepartie que pourrait demander Donald Trump pour pouvoir avoir gain de cause? Alors, évidemment qu'il faut, que le Maroc profite de son avantage stratégique, qui est son rôle pivot, qui joue sur le continent africain en matière de lutte contre le terrorisme, donc en matière de coopération sécuritaire. Donc le Maroc, en faisant valoir ses atouts, qui sont bien sûr dans l'intérêt des Américains, de garantir la sécurité et la stabilité régionale. Est-ce que ce n'est pas plutôt l'intérêt des Européens plutôt que l'intérêt des Américains de faire valoir en tout cas le positionnement géographique et géostratégique du Maroc, qui est à la pointe de l'Afrique et port d'entrée de l'Europe. De façon immédiate, c'est dans l'intérêt des Européens, mais c'est aussi dans l'intérêt des Américains d'avoir un allié qui soit fidèle, stable et justement qui soit la porte d'entrée vers l'Afrique pour les investisseurs, entre autres. Je vous souhaite faire réagir à un propos, un écrit, parce que je rappelle que dès la victoire annoncée, en tout cas d'ailleurs notamment par Donald Trump, aux élections, le roi Mohamed VI, il y a un communiqué qui a été adressé. Et je voudrais reprendre une partie, parce que je rappelle que vous êtes expert en communication politique, vous faire réagir là-dessus. Et dans ce communiqué, je cite ce communiqué donc, royal, le chef de l'État a précisé que la relation entre les deux pays, à savoir entre le Maroc et les États-Unis, n'ont jamais atteint un niveau aussi excellent, c'est-à-dire n'ont jamais atteint un niveau sans précédent. Quand c'est mentionné dans un communiqué, est-ce que ça veut dire aussi que du côté de Rabat, on est aussi en mode observation, en mode attentisme, et on sait pas trop, on attend en fait d'avoir des garanties de la part de Donald Trump, parce que pour l'instant on s'est dit bon, wait and see. Alors je crois qu'en termes de communication politique, cette déclaration sert en fait premièrement à rappeler l'importance des relations stratégiques entre le Maroc et les États-Unis. Elle sert aussi à rappeler la dimension importante que cette relation stratégique a pris au cours de ces dernières années, et surtout, elle consacre le niveau auquel est arrivée cette dynamique et rappelle aux États-Unis que voici nos attentes, et elle sert à fixer un seuil à partir duquel on va négocier la suite des choses concernant le dossier du Sahara et entre autres. Est-ce que ça veut dire aussi que lors du mandat de Joe Biden, je rappelle qu'il est toujours président en exercice, président élu, les élections entre les deux pays, les relations entre les deux pays sont excellentes et qu'on espère aussi qu'elles le resteront. Absolument. Est-ce que c'est ça aussi qui a voulu être dit en termes de communication non orale? Alors c'est une posture proactive où le Maroc cherche à fixer un seuil en bas duquel il serait contre-productif pour les États-Unis de descendre. Donc c'est une façon de dire voici où on en est. Et c'est à partir de cette base-là qu'on devrait construire une dynamique où les deux parties ont intérêt à négocier, puis qui est mutuellement bénéfique. En tout cas, en reprécisant, c'est intéressant du côté du Maroc, c'est que la fin de mandat de Joe Biden, c'est précisé que les relations entre les deux pays sont à un niveau sans précédent. Deuxième round, Maroc, USA, Sahara, tout le monde s'est réjoui, en tout cas, de la réélection de Donald Trump, l'homme providentiel, quelque part, parce que personne ne s'y attendait en décembre 2020, c'était le 10 décembre d'ailleurs, je crois. Donc ce décret présidentiel, à la veille de son départ d'ailleurs, de la Maison-Blanche, reconnaissant la souveraineté, notre souveraineté, la souveraineté du Maroc sur les provinces du Sud. Est-ce que Donald Trump, aujourd'hui, peut se tromper là-dessus, peut rester fidèle à sa ligne, ou est-ce qu'il peut éventuellement déroger? Alors, en fait, c'est le contexte. Au-delà de M. Trump, de son attitude et des fois de son comportement erratique, qui va conditionner, on va dire, les termes du débat. Et je crois que le contexte est en faveur du Maroc. Premièrement, on observe de façon constante un isolement diplomatique de l'Algérie sur le dossier du Sahara et aussi dans son rôle plus global au niveau de la stabilité régionale en Afrique. Vous pensez que l'Algérie est dans l'équation ? Dans le face-to-face, la relation bilatérale Maroc-États-Unis et Maroc-Donald Trump sur la question du Sahara, est-ce que Donald Trump, parce que moi je me souviens lors de son premier mandat,
il n'a jamais fait référence à l'Algérie dans toutes les décisions qu'il a prises. Absolument. Y compris celle-ci, y compris celle de raccourcir le mandat de la MINURSO. Je rappelle que sous le mandat de Donald Trump, c'était 6 mois, où il y avait une reconduction, non pas 1 an, parce que depuis c'est revenu 1 an. Et on a l'impression en fait qu'il a toujours fait fi de l'Algérie dans ses décisions. Elle est dans l'équation, mais elle est de moins en moins significative dans cette équation. Et c'est ce qui est intéressant en termes d'opportunités pour les relations entre le Maroc et l'Union européenne et la France et les États-Unis. Donc c'est le fait que l'Algérie s'est affaiblie politiquement et diplomatiquement et a surtout succombé à des objectifs de politique interne pour faire de la diplomatie, ce qui peut être très contre-productif. Mais Donald Trump s'en fiche un peu de l'Algérie, non? Ce n'est clairement pas une priorité pour M. Trump dans son équation politique globale. Suite à sa décision prise le 10 décembre 2020, donc reconnaissance des Marocains sur les provinces du Sud, qu'est-ce qu'il pourrait prendre comme décision, selon vous, durant son mandat qui va se dérouler? Alors, je crois que une des premières décisions qui est attendue, c'est le projet de financement et de construction du consulat américain à Dakhla. Et je crois que ce geste, s'il est posé, va vraiment renforcer la dynamique politique sur laquelle s'appuie le Maroc pour continuer à promouvoir et à défendre son intégrité territoriale. Par contre, là où c'est intéressant à observer, c'est que la décision ne dépend pas du bureau ovale. Ça se joue au niveau du Congrès et encore plus précisément au niveau d'un comité sénatorial, le comité des appropriations, qui a un grand pouvoir de décision en matière financière. Le budget a toujours été voté. On nous a toujours dit durant toute la période du mandat de Joe Biden, a priori le budget était là. Mais est-ce que les crédits n'ont jamais été débloqués? Est-ce que là, du coup, vous dites-vous, effectivement, Donald Trump, en 2020, c'était celui qui avait pris la décision de reconnaître la marocanité du Sahara. Il a écrit dans le marbre décret présidentiel. Et vous dites, moi, je pense, et vous pensez que ça va se matérialiser par l'ouverture d'un consulat américain à l'Aïoun, par exemple? Voilà, ce serait un geste politique qui va impulser une dynamique intéressante. Et pour faire le lien avec le rôle de l'Algérie dans l'équation, il ne faut surtout pas sous-estimer le niveau de lobbying que peut exercer le Front Polisario au niveau du Congrès. D'ailleurs, c'est ce qui explique, entre autres, pourquoi la décision d'affecter les crédits... Même quand les Républicains sont majoritaires, parce que je me souviens, moi, effectivement, le Front Polisario... Absolument. C'était plus du côté démocrate. Les démocrates, quand ils avaient déroulé... Mais là, une fois que les Républicains, et compte tenu que les Républicains vont être majoritaires, ils vont avoir une très large marge de manœuvre. L'Algérie a payé un cabinet de lobbying aux États-Unis des centaines de milliers de dollars pour se refaire une image, mais c'était surtout pour s'adapter et anticiper justement le changement de contexte politique au Congrès, pour pour intégrer cette nouvelle donne politique dans leur stratégie de lobbying. Et donc, pourquoi je dis ça? C'est pour rappeler que le Maroc doit être très attentif au niveau de la dynamique au sein du Congrès, parce que c'est là où ça se joue en matière de décision finale, même si le président a un rôle important à jouer en termes de dynamique politique. Et d'ailleurs, sa victoire électorale écrasante lui donne une marge de manœuvre et un pouvoir de négociation qui est important vis-à-vis des sénateurs de son propre camp politique, pour les convaincre idéalement de prendre cette décision. Vous considérez qu'effectivement il y a un consulat américain qui pourrait, ou qui devrait en tout cas être installé à Lyon, et ça ferait suite à la décision qui a été prise par Donald Trump en 2020. Ça va consolider cette décision. Donc un consulat, un drapeau américain qui flotte. Est-ce que ça, on se contenterait de ça ou pas? Parce que je voulais faire le lien avec le dernier discours du souverain dans le cadre de la Marche verte. C'était en l'occurrence le 49e anniversaire de la Marche verte. Et on a l'impression en fait que du côté de Rabat, l'attente va au-delà, ou irait au-delà d'un simple, entre guillemets, consulat américain à Lyon. Non, mais vous avez raison, les attentes vont bien au-delà. Et en fait, au-delà de la dynamique politique, il y a aussi l'enjeu d'attirer des investisseurs étrangers, de faire en sorte que cette région soit prospère et dynamique sur le plan économique, parce que ça contribue à renforcer la légitimité du Maroc et de son projet d'intégrité territoriale. Donc ça veut dire que c'est quoi, donner des opportunités d'investissement et de business à Donald Trump pour avoir comme contrepartie l'installation d'un consulat américain à Lyon? Est-ce que c'est ça en fait le schéma? En fait, ce qu'on observe dans la stratégie de M. Trump, que ce soit vis-à-vis du Maroc, des pays du Golfe et d'autres pays, c'est qu'il est dans des relations transactionnelles, dans des relations de donnant-donnant. Et effectivement, il faudrait envisager des partenariats stratégiques qui vont faire valoir à M. Trump qu'il a quelque chose à gagner sur le plan économique
parce que c'est ça dont il a besoin de parler pour rassurer sa propre population, ses propres électeurs. C'est que lui, il fait des gains. Donc donner à M. Trump l'opportunité de dire qu'il a fait des gains en réalisant cette transaction ou en adoptant cette décision, c'est ce qui va permettre de renforcer nos chances d'avoir M. Trump comme allié pour la suite de son mandat. Un consulat potentiellement américain installé à Laayoune, par exemple, est-ce que ça ferait avancer beaucoup plus la cause et notre cause nationale sur le Sahara, ou ça va encore faire en sorte que les résolutions vont continuer à se multiplier, que ce n'est pas parce qu'il y aura un consulat américain à Laayoune que le différend sera définitivement réglé? C'est multifactoriel, mais c'est un critère, c'est un facteur qui est très important parce que, premièrement, c'est la puissance économique et militaire mondiale qui vient poser un geste très concret, et surtout, ça va permettre d'accélérer la dynamique au sein du Conseil de sécurité pour essayer de rallier d'autres membres autour de la cause du Maroc. Donc c'est définitivement un acquis qu'il faut chercher à réaliser. Mais vous êtes d'accord comme moi, si effectivement, ce que nous souhaitons d'ailleurs, mais que l'installation d'un consulat américain à Laayoune, ça ne signifie pas la fin du différend? En fait, ça ne signifie pas la fin du différend, mais par contre, ça permet d'accélérer les choses vers la résolution du différend. Donc ça oriente la résolution du différend vers la bonne direction. Vers la bonne direction. Est-ce que la reprise de contact, même si il se dit, en tout cas, ça c'est de la rumeur, donc c'est pas de l'information forcément, que Donald Trump et Vladimir Poutine ont toujours conversé, ils ont toujours été connectés, il y avait toujours une connexion téléphonique entre eux, mais que là, vous avez bien vu comme moi, Vladimir Poutine a félicité Donald Trump. Donald Trump a fait cette déclaration officielle en disant qu'il allait reprendre contact avec Vladimir Poutine. Lors de la campagne électorale, il s'était engagé aussi à mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. La Russie qui a toujours été, au niveau du Conseil de sécurité, membre permanent, encore dernièrement, s'abstient. Est-ce que là aussi, il pourrait y avoir Est-ce qu'on pourrait obtenir de la part de Donald Trump le fait de convaincre aussi la Russie et Vladimir Poutine de sortir un petit peu de ce... Je ne sais pas quelle est la marge de manœuvre politique pour convaincre M. Poutine de sortir de sa neutralité, mais par contre, en termes stratégiques, je crois qu'il serait très intéressant de faire pression, en tout cas de capitaliser sur le gain fait dans le cadre de nos relations avec les Américains pour convaincre, par exemple, le Royaume-Uni, l'autre membre du Conseil de sécurité, qui serait, à mon avis, plus la suite logique des choses. Pour avoir un autre membre du Conseil de sécurité qui soutient la position du Maroc, surtout au niveau des relations stratégiques et économiques, quand le Royaume-Uni ou le Maroc. Il y a un terreau économique solide en termes de présence du Royaume-Uni au Maroc sur lequel on peut capitaliser pour rajouter un autre acteur important qui appuie notre dossier. Investissement province du Sud, vous avez vu comment, vous avez suivi ça de très près certainement. La France, c'est par la voix d'Emmanuel Macron qui a engagé aussi une série de contrats commerciaux essentiellement dans les provinces du Sud. La France d'ailleurs apparemment s'activerait aussi pour l'ouverture d'une antenne consulaire ou en tout cas un espace, en fait, un lieu hybride où il y aura un drapeau bleu-blanc-rouge qui flotterait dans les prochains jours, les prochaines semaines, voire les prochains mois. Est-ce que là-dessus, le fait que la France réinvestisse ou en tout cas et s'engage à investir massivement dans les provinces du Sud, est-ce que ça peut être dissuasif pour les Américains aussi d'investir ou de se dire il y a déjà les Français, donc ça veut dire que ça ne va pas forcément convaincre les Américains? En fait, je pense que ce qui est intéressant pour le Maroc, c'est justement de jouer de la concurrence entre ces différents acteurs, entre l'Espagne, la France, les États-Unis. L'Espagne également. Voilà, en leur montrant quels sont les rendements en termes d'investissement qu'ils pourraient réaliser s'ils viennent s'installer. Et je ne parle pas seulement de rendement économique, je parle aussi de rendement géopolitique. C'est ça qui est très important sur le long terme. Donc moi je pense que plutôt il faudrait jouer de la concurrence entre ces différents acteurs pour les attirer. Et c'est la capacité du Maroc à faire ça qui va conditionner la réussite qui va peser sur économique. La balance. Avant de passer au troisième round, Amine Karkash, 2025, ça sera le 50e anniversaire de la Marche verte. Est-ce que là aussi, il y a une symbolique importante où pour ce 50e anniversaire, ça sera le 6 novembre prochain, 2025, il y a effectivement, c'est important aussi d'acter quelque chose de très fort pour ce 50e anniversaire et peut-être faire coïncider ça avec l'ouverture à la fois d'un consulat français à Laayoune et à la fois un consulat américain à Laayoune également.
Alors, bien sûr, le Maroc doit poursuivre en renforçant ses actions diplomatiques et surtout sa diplomatie parallèle. Et j'aimerais mettre un peu l'accent sur le rôle de la diplomatie parallèle, notamment dans l'amélioration des relations entre la France et le Maroc, où elle a joué un acteur clé, un rôle clé, via par exemple le vecteur de la culture en termes de rapprochement. Donc, le Maroc doit continuer à construire et à s'assurer qu'il ait une diplomatie parallèle qui soit beaucoup plus cohérente. Et la façon avec laquelle ça pourrait se faire, c'est par exemple mettre en place un plaidoyer qui, on va dire, clarifie quel est le narratif que le Maroc veut mettre en place pour qu'il puisse être utilisé de façon uniforme et de façon efficace par les différents acteurs de la diplomatie parallèle, que ce soit par la diaspora, que ce soit par les acteurs économiques présents ailleurs dans les autres pays, ou par les partis politiques. Parce que je crois que c'est là où il y a encore des efforts à faire. C'est s'assurer que tout le monde adopte des éléments de langage qui convergent pour s'assurer de l'efficacité en termes de communication dans notre diplomatie. Troisième round, Donald Trump est-il un président prévisible ou imprévisible? Alors, ça dépend de quoi on parle. Il est prévisible sur ses promesses en termes économiques. Par exemple, quand il promet qu'il va continuer à réduire les impôts, qu'il va prolonger la réduction d'impôts qu'il avait mis en place en 2017, je crois que sur ce niveau-là, il est prévisible. Quand il remet en question, par exemple, l'existence de l'OTAN, ce n'est pas tant qu'il soit imprévisible, mais en fait, ce qu'il faudrait se poser comme question aussi, c'est qu'est-ce qui le motive à dire ça? Pourquoi, par exemple, il remet en cause la légitimité et la crédibilité de l'OTAN dans le conflit russo-ukrainien? Il faudrait y voir une façon pour lui de se positionner en termes de négociation, parce qu'il veut que les pays européens contribuent plus en termes de budget. Plus leur propre sécurité, que ce soit les Américains qui supportent essentiellement le fardeau financier de l'OTAN. Mais lorsqu'il a fait cette déclaration durant la campagne électorale, d'ailleurs, c'est d'expulser massivement tous les migrants clandestins sans papier. On les estime entre 11 et 13 millions. On sait qu'il va être majoritaire et qu'il aura quasiment tous les pouvoirs, tous les leviers. Est-ce que là-dessus, dans ce qu'il dit et ce qu'il va faire, est-ce que vous considérez-vous qu'effectivement, ça va être celui qui va, pour la première fois, c'est le premier président américain qui va expulser massivement des personnes qui sont sur le sol américain? Alors, on verra si passer du marketing politique à la faisabilité réelle d'une telle politique est possible. Moi, je m'interroge réellement sur quel est le niveau de faisabilité de cette promesse, mais dans tous les cas, je reviens encore sur les motivations. En termes de stratégie de communication politique, M. Trump a mis au centre de la campagne la question de la crise migratoire, et elle a été efficace comme stratégie parce qu'elle a permis à la fois de consolider son appui chez les électeurs, on va dire, ouvriers blancs. Populaires, ouais, qui ont voté massivement Donald Trump. Parce qu'il les a convaincus, en leur disant, les 12 ou 13 millions de migrants aujourd'hui sur le sol américain qui sont sans papier, je vais les virer, je vais les expulser. Mais en fait, on revient à une notion qu'on appelle, quelle est la théorie de campagne du candidat? Parce que M. Trump a gagné, premièrement, il a pu compter sur le réservoir d'électeurs qui l'a aidé à être élu en 2016, puis une partie qui a voté pour lui en 2020, mais il a surtout mis l'accent sur ce qu'on appelle les électeurs peu fréquents. C'est des électeurs qui votent moins que la moyenne, et qui sont en plus déconnectés du processus politique, qui sont des hommes jeunes, issus des communautés afro-américaines et latinos, et chez qui le message sur l'immigration illégale a résonné de façon très efficace. Et on peut s'interroger sur ce paradoxe. Est-ce que ces gens-là n'auraient pas pu voter démocrate en interprétant cela comme ce qu'on appelle du dog whistling, donc des messages codés, entre guillemets, qui font appel au racisme des électeurs? Mais en réalité, non. En fait, ce qui a été constaté dans beaucoup de focus group, c'est que la personne afro-américaine ou la personne qui vient d'Amérique du Sud, qui s'est installée aux États-Unis via le processus d'immigration légale, justement voit d'un très mauvais œil les gens qui utilisent, entre guillemets, de façon illégale le système pour venir s'installer. C'est intéressant, Mélike Arkachi, parce que là c'est intéressant parce que je rappelle que vous êtes expert spécialiste en communication politique. Là où Donald Trump a fait mouche pour arriver à convaincre à la fois les classes populaires et à la fois les classes moyennes aussi américaines, blanches, entre guillemets, mais pas que, parce qu'il est arrivé à convaincre aussi les minorités afro-américaines ou en provenance d'Amérique du Sud ou autres, c'est de leur dire, voilà, vous êtes là en toute légalité, vous n'êtes pas menacés. Par contre, sachez que les 8, 9, 10, 11, 12 ou 13 millions de personnes qui sont issues d'une immigration,
voire d'ailleurs essentiellement peut-être de confession ou de culture musulmane, qui sont en tout cas sur le sol américain sans papier, je vais les virer. En fait, Trump, et ils ont voté pour lui pour ça. Voilà, en fait, Trump a capitalisé de façon très efficace en exploitant la division entre les immigrants légaux et les immigrants illégaux. Mais au-delà de cette division qu'il a su exploiter avec beaucoup d'efficacité, c'est pour moi 3 facteurs qui ont réussi, en fait, qui ont permis à M. Trump d'opérer un virage stratégique en termes de segments démographiques, notamment chez les communautés hispaniques. Premièrement, le message résonne de façon efficace avec eux sur l'échec de M. Biden et de Mme Harris à améliorer les conditions de vie des Américains. Donc le message économique, comme pour le reste des électeurs, a fonctionné. Alors que les indicateurs macroéconomiques, en tout cas américains, n'étaient pas trop mal. Je crois que c'est une croissance de 3%, le chômage est revenu à 4%, donc globalement... En fait, les conditions macroéconomiques étaient très solides, mais pour les électeurs qui vont se déplacer le jour du vote, le PIB ou le taux de chômage, politiquement, ça ne veut rien dire. C'est bon pour les symposiums universitaires, c'est important pour bien sûr pour l'économie, mais en termes de politique électorale, ça ne pèse pas très lourd. Mais ce qui a pesé lourd, justement, c'est le taux d'inflation, même si le taux d'inflation s'est réduit au cours de la dernière année, mais c'est ce qui a façonné le mandat de Biden et c'est ce qui a alimenté la perception négative. Et juste pour parler des 2 autres conditions, pourquoi ce paradoxe? Pourquoi, après avoir sous-entendu et des fois même dit explicitement des messages entre guillemets racistes vis-à-vis de certaines communautés, il a fini par les avoir. En fait, un deuxième facteur, c'est que ça dépend de qui on parle dans la communauté, c'est un concept très large. Mais je pense que Trump a ciblé exactement les jeunes hommes issus de ces communautés avec qui son message entre guillemets masculiniste a très bien fonctionné. Donc, pour donner un exemple très concret, par exemple, il a pu profiter de sa alliance stratégique avec M. Musk pour utiliser la plateforme X et aussi pour utiliser d'autres podcasts qui sont associés dans l'inconscient de ses électeurs à l'homme fort. Donc, il a beaucoup joué sur la virilité, en fait. Voilà, sur la virilité. Brutale. Donc, il a fait appel à ce sentiment de virilité chez ces jeunes hommes issus de ces communautés qui, en fait, sont complètement aliénés par la gauche, par, entre guillemets, le mouvement wokiste, et surtout par l'incapacité des démocrates à apporter des résultats concrets à leurs conditions socio-économiques. Wokiste, Amina Karkash là-dessus, certains considèrent aussi intellectuels à travers le monde que le retour, le comeback historique, parce qu'a priori, c'est la première fois, même si de par l'histoire, ça s'est déjà produit, mais il y a très très longtemps, qu'un président revient aux affaires et aux responsabilités et retrouve logement à la Maison-Blanche, c'est qu'il y aurait un basculement vers un nouveau monde et un nouvel ordre en matière de valeurs. C'est-à-dire que le discours de Trump aussi, c'est contre l'IVG, conditionné, mais en tout cas globalement, politiquement, sa ligne, c'est contre l'interruption volontaire de grossesse et c'est surtout la reconnaissance humaine de 2 sexes. Donc ça veut dire qu'en fait, tout ce qui est ces concepts franco-français de la famille pour tous et cette ouverture, en fait, que certains considèrent contre la nature, même des choses... Donald Trump y est formellement opposé. Il a même dit, durant sa campagne électorale, à plusieurs reprises, qu'il comptait remettre de l'ordre dans le désordre qui a été mis en place par Joe Biden et ses acolytes. Est-ce que là aussi, il faut y voir aussi un discours fort, brutal, qui va avoir aussi ses impacts vis-à-vis de certaines catégories de minorités? Alors justement, M. Trump a capitalisé sur la colère et la frustration. Que ce soit des ouvriers, on va dire, entre guillemets, blancs, que ce soit des femmes blanches que Mme Harris espérait fédérer autour de l'enjeu du droit à l'avortement, ou que ce soit auprès des jeunes hommes issus des communautés afro-américaines et hispaniques. Et une des façons pour Trump de capitaliser dessus, c'était, en fait, une grande partie de son budget publicitaire durant la campagne a été consacrée à la question des personnes transgenres qu'il a pu mettre au centre de la campagne électorale. Donc c'était une publicité qui était d'ailleurs déclinée en plusieurs langues, notamment en espagnol, pour vraiment s'adapter aux besoins du public cible. Et ce qui était intéressant dans cette publicité, c'est que, elle associait Mme Harris au financement public de changement de sexe au profit des prisonniers et des immigrants illégaux. Donc, un encouragement dans ce sens. Donc l'objectif pour M. Trump, c'était d'abord de dépeindre Mme Harris comme étant une personne superficielle, déconnectée des réalités. Qui fait la promotion de la perversité. Parce que lui se veut le contre-promoteur de la perversité, on est bien d'accord. En fait, oui. En fait, c'est que précisément, il essaie de faire... il a réussi à dépeindre Mme Harris comme étant une libérale extrémiste au sens américain. Et c'était le point faible que redoutait le plus l'équipe de Mme Harris
Et c'est ce qui a fini par arriver, et c'est aussi l'incapacité stratégique de Mme Harris à répondre à cette attaque. Vous avez plusieurs focus groups qui ont été faits par les démocrates pour tenter de voir quelle est la meilleure réponse qu'on peut donner à cette publicité. Ils sont arrivés à la conclusion que toutes leurs réponses ne résonnaient pas avec le public, ils ont abandonné. En fait, c'est l'échec des démocrates à répondre à cette attaque publicitaire. Est-ce que ça veut dire, Amine Karkash, que Donald Trump a construit aussi sa victoire et sa réélection et son retour à la Maison-Blanche sur la base de valeurs, j'ai envie de dire, très catho, très l'Américain moyen, blanc, qui pour lui, effectivement, ne reconnaît que l'existence sur Terre que de deux sexes. Est-ce que là aussi, c'est quelque chose qui a eu beaucoup plus d'impact que les promesses faites au niveau de l'American First? Voilà. En fait, tout ça nous ramène au concept de guerre culturelle. Et c'est très important d'avoir ça en tête pour comprendre la dynamique politique et électorale aux États-Unis. Et sur ce niveau, les États-Unis sont extrêmement divisés. Il faut rappeler que 48% des électeurs n'ont pas appuyé M. Trump. Mais M. Trump, là où il a été efficace, c'est qu'il a réussi à mettre justement la guerre culturelle au centre de la campagne électorale. Et ça, combiné avec l'échec des démocrates d'avoir une bonne gestion économique, du moins sur le plan de la perception, a conduit à la victoire politique de M. Trump. Après, sur le mouvement woke en particulier, je pense que M. Trump a bâti sur la frustration à l'égard du mouvement woke pour construire une nouvelle coalition. Une coalition qui est composée à la fois d'ouvriers blancs, de femmes blanches, mais de jeunes de jeunes hommes issus des communautés minoritaires. Et cette coalition est stratégique pour l'avenir du Parti républicain. Vous savez, depuis plusieurs années, les stratèges républicains tirent la sonnette d'alarme sur le fait que les républicains vont mourir s'ils ne continuent de compter que sur le vote blanc. Il fallait absolument s'ouvrir. Voilà, trouver une façon d'attirer les communautés minoritaires qui représentent, on va dire, en termes de croissance démographique, un potentiel qui changera la carte électorale des États-Unis pendant les prochaines années. Est-ce que ça veut dire aussi, c'est ma dernière question, Amine Karkash, que Donald Trump, quelque part, on présente très souvent la société américaine comme une société très puritaine, et que c'est là-dessus qu'il a joué, c'est là-dessus qu'il a communiqué, et c'est là aussi là-dessus qu'il a gagné? Alors, c'est certain que la structure sociale des États-Unis est une structure où la religion joue un rôle qui est encore très important, et notamment auprès de ces communautés minoritaires afro-américaines et hispaniques. Est-ce que c'est sur cette base-là qu'il a gagné? Moi, je continue à croire. Vous savez, il y a une phrase célèbre dans la culture politique américaine. C'est un ancien conseiller, un ancien stratège de M. Bill Clinton qui disait en anglais, entre guillemets, « It's the economy stupid ». Donc, c'est l'économie idiot, c'est une très mauvaise traduction en anglais, qui veut dire qu'en bout de ligne, la question de l'urne, celle qui mobilise les électeurs, celle qui façonne leur priorité le jour du vote, c'est l'économie. Et c'est sur cette base-là que M. Trump a réussi à capitaliser sur la colère des Américains envers l'incapacité des démocrates à apporter des résultats concrets, que ce soit aux ouvriers de la classe moyenne ou les communautés minoritaires qui ne doutent pas des intentions des démocrates, mais doutent de leur capacité à livrer des résultats. Sans oublier effectivement les acteurs aussi qui sont cotés en bourse aux États-Unis, parce qu'on a vu que l'élection, ou le retour en tout cas de Donald Trump à la Maison-Blanche, ça a fait bingo au niveau des différentes bourses américaines. Avec toutes les baisses d'impôts qu'il promet, c'est certain qu'ils attendent avec impatience de voir ça se matérialiser dans leur trésorerie. Merci en tout cas infiniment, Amine Karkash, pour cet éclairage dynamique sur un ring de boxe de la réélection, de l'élection en tout cas de Donald Trump. En ce qui nous concerne, effectivement, est-ce que méfiant ou confiant sur la question de l'intégrité territoriale, est-ce qu'il va aller un peu plus loin, voire très loin, beaucoup plus loin par rapport à la décision que lui-même avait prise en décembre 2020 et d'acter dans le marbre par décret présidentiel la reconnaissance du Sahara marocain. Et enfin, le côté aussi, on dit que c'est une espèce de, pour les sociologues et les anthropologues, le cas de Donald Trump est un cas à part, un cas hors norme. Donc aussi, c'est intéressant d'avoir votre grille de lecture, vous, en tant qu'expert en communication politique et affaires publiques. Merci infiniment à vous et à très bientôt. Avec grand plaisir et merci de m'avoir invité. Cette émission est produite par l'ODJ Média en partenariat avec R212, la web radio de la diaspora marocaine. Vous pouvez la retrouver en replay sur la web radio TV Echo, Indeco, mais aussi en VOD et l'écouter sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être informé des prochaines émissions.